Le 15 octobre 1975, Victoire Lemoine, une actrice de 24 ans, quitte le théâtre de la Huchette dans le 5e arrondissement de Paris après une répétition nocturne. Elle ne reviendra jamais chez elle. Son appartement à Montmartre reste intact, ses vêtements pliés dans l'armoire, son café du matin encore dans la tasse sur la table de la cuisine. Pendant 26 ans, sa disparition demeure un mystère absolu pour la police parisienne, pour sa famille, pour ses amis du milieu théâtral. Aucune trace, aucun corps, aucune explication. Puis, en juillet 2001, lors de travaux de rénovation dans un ancien bâtiment théâtral abandonné près du Marais, des ouvriers découvrent une lettre manuscrite cachée derrière un mur. Une lettre écrite par Victoire elle-même, datée du 14 octobre 1975, un jour avant sa disparition. Ce que révèle cette lettre bouleversera tout ce que l'on croyait savoir sur cette jeune femme talentueuse et sur les événements qui ont précédé sa disparition. Comment une lettre d'adieu peut-elle rester cachée pendant plus d'un quart de siècle, dans un lieu que personne n'a pensé à fouiller? Et surtout, que contenait exactement ce message qu'elle a choisi de laisser derrière elle, mais pas chez elle? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux, réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Paris, automne 1975. La France sort à peine des turbulences de mai 68 et la capitale française vibre encore d'une effervescence culturelle intense. Le quartier de Montmartre, avec ses rues pavées et ses escaliers interminables menant au Sacré-Cœur, abrite une communauté artistique foisonnante. Peintres, musiciens, acteurs et poètes se côtoient dans les petits cafés enfumés de la Butte, débattant jusqu'à l'aube de Sartre, de Beckett, d'Artaud et de la révolution théâtrale qui secoue les scènes parisiennes. C'est dans ce contexte que Victoire Lemoine s'est installée 3 ans plus tôt, en 1972, après avoir obtenu son diplôme du Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Elle loue un petit appartement de 2 pièces au dernier étage d'un immeuble délabré de la rue Lepic, chez une propriétaire âgée nommée Madeleine Garnier. L'appartement est modeste, avec une vue directe sur les toits gris de Paris, mais le loyer est abordable pour une jeune actrice qui débute sa carrière. Victoire est née le 3 mars 1951 à Rouen, en Normandie. Fille unique de Gérard Lemoine, professeur de littérature française au lycée, et de sa femme Annette, décédée d'un cancer en 1967, alors que Victoire n'avait que 16 ans. Cette perte précoce a profondément marqué la jeune fille qui s'est réfugiée dans le théâtre comme échappatoire à sa douleur. Son père, effondré par la mort de sa femme, s'est retiré progressivement du monde, se contentant d'enseigner mécaniquement ses cours et de rentrer chaque soir dans leur maison vide de Rouen. La relation entre Victoire et son père est devenue distante après le décès d'Annette. Gérard n'a jamais vraiment compris la passion dévorante de sa fille pour le théâtre. Lui qui consacrait sa vie aux textes classiques, à Racine et à Molière, voyait d'un mauvais œil l'engouement de Victoire pour le théâtre expérimental, pour les mises en scène avant-gardistes qui déconstruisaient les codes traditionnels. Leurs conversations téléphoniques hebdomadaires sont polies mais creuses, remplies de silences gênants et de phrases convenues. À Paris, Victoire s'est créée une nouvelle famille. Sa meilleure amie, Sylviane Marchand, rencontrée au conservatoire, est devenue sa confidente, sa sœur de cœur. Sylviane, également actrice, est plus pragmatique que Victoire. Elle accepte tous les rôles qu'on lui propose, des publicités aux petites pièces de boulevard, tandis que Victoire refuse systématiquement tout ce qui ne correspond pas à sa vision artistique exigeante. Cette différence d'approche crée parfois des tensions entre elles, mais leur amitié résiste à ces désaccords. Victoire mesure 1,68 m, possède de longs cheveux châtains qu'elle porte souvent attachés en chignon désordonné, et des yeux verts intenses qui captivent immédiatement quiconque croise son regard. Sur scène, elle dégage une présence magnétique, une capacité à incarner ses personnages avec une sincérité brutale qui trouble le public.
Plusieurs critiques théâtraux ont remarqué son talent prometteur dans les colonnes du Monde et de Libération, la décrivant comme une actrice d'une intensité rare et une interprète qui ne triche jamais avec l'émotion. Mais ce talent s'accompagne d'une fragilité psychologique que seuls ses proches perçoivent. Victoire dort mal, fume beaucoup trop et traverse régulièrement des périodes de doute profond sur sa carrière, sur sa vie, sur le sens même de son existence. Elle tient un journal intime depuis l'adolescence, des cahiers à couverture noire où elle consigne ses pensées, ses angoisses, ses rêves et ses déceptions. Ces cahiers, elle les range soigneusement dans le tiroir de sa table de nuit. En 1975, Victoire travaille principalement avec Henri Laval, un metteur en scène de 38 ans qui dirige une petite compagnie de théâtre expérimental. Laval est une figure controversée du milieu théâtral parisien. Brillant, charismatique, mais également tyrannique et manipulateur selon certains témoignages. Il pousse ses acteurs dans leur dernier retranchement, exigeant d'eux une sincérité absolue, quitte à briser leur défense psychologique. Ces répétitions durent souvent jusqu'à minuit, dans des conditions éprouvantes qui épuisent physiquement et émotionnellement les comédiens. Victoire admire profondément Laval. Elle voit en lui un mentor, un artiste intransigeant qui refuse les compromis commerciaux. Elle accepte ses méthodes brutales, persuadée qu'elles sont nécessaires pour atteindre la vérité artistique qu'elle recherche. Sylviane, en revanche, déteste Laval. Elle trouve ses méthodes destructrices et abusives et supplie régulièrement Victoire de quitter sa compagnie. Mais Victoire refuse d'écouter ses avertissements. Le quartier où vit Victoire, entre Montmartre et Pigalle, est animé jour et nuit. La place du Tertre attire les touristes qui se font tirer le portrait par les artistes de rue. Plus bas, vers Pigalle, les sex-shops et les cabarets illuminent les trottoirs de leurs néons criards. Victoire connaît tous les commerçants de son quartier. Ahmed, qui tient le petit café en bas de sa rue, où elle prend son café le matin, Monsieur Lefebvre, qui vend des journaux au kiosque de la Place Blanche, Madame Chen, qui gère l'épicerie ouverte tard le soir, où Victoire achète ses cigarettes gauloises. Sa routine est bien établie. Elle se lève vers 10 heures, descend prendre un café et un croissant chez Ahmed, en lisant le journal, puis consacre l'après-midi à l'étude de ses textes ou à des auditions. Les répétitions avec la compagnie de Laval commencent généralement vers 18 heures et se prolongent jusqu'à minuit, parfois plus tard. Ensuite, Victoire rentre chez elle à pied, même tard dans la nuit, traversant les rues désertes de Montmartre, perdue dans ses pensées. Octobre 1975 est un mois crucial pour Victoire. La compagnie de Laval prépare une nouvelle création, une adaptation moderne d'Antigone de Sophocle, où Victoire doit tenir le rôle principal. La première représentation est prévue pour le 25 octobre au théâtre de la Huchette, une petite salle intimiste de 85 places située rue de la Huchette, dans le quartier latin. C'est un théâtre mythique qui a accueilli la cantatrice chauve et la leçon d'Ionesco en représentation ininterrompue depuis 1957. Pour Victoire, obtenir ce rôle représente la consécration de 3 années d'efforts acharnés. Antigone, cette figure de la résistance qui refuse de plier face au pouvoir tyrannique, résonne profondément avec ses propres convictions. Elle se prépare avec une intensité presque maniaque, répétant ses répliques des centaines de fois, explorant chaque nuance émotionnelle du personnage. Mais quelque chose change dans son comportement durant les premières semaines d'octobre. Sylviane le remarque immédiatement. Victoire devient plus distante, plus secrète. Elle annule plusieurs de leurs rendez-vous habituels, prétextant la fatigue ou le besoin de se concentrer sur son rôle. Lors de leur conversation téléphonique, sa voix semble étrangement atone, vidée de son énergie habituelle. Quand Sylviane lui demande si tout va bien, Victoire répond par des formules évasives. « Oui, je suis juste fatiguée » ou « C'est normal, la pression avant la première ». Le 13 octobre, 2 jours avant sa disparition, Victoire téléphone à son père à Rouen. C'est leur conversation hebdomadaire habituelle, chaque dimanche à 19 h. Gérard Lemoine racontera plus tard aux enquêteurs que cet appel lui a semblé étrange. Victoire paraissait calme, presque trop calme.
Elle lui a posé des questions inhabituelles sur sa mère décédée, sur leurs premières années de mariage, sur l'amour qu'ils partageaient. Gérard, surpris par ces questions, a répondu brièvement, mal à l'aise d'aborder des sujets aussi personnels. Avant de raccrocher, Victoire lui a dit « Je voulais juste te dire que je t'aime, papa, même si je ne le dis pas souvent. » Ces mots ont troublé Gérard, mais il ne les a pas interprétés comme un message d'adieu, simplement comme une manifestation d'émotion liée au stress des répétitions. Le 14 octobre 1975, un mardi, commence comme une journée ordinaire pour Victoire Lemoine. Elle se réveille vers 9h30 dans son appartement de la rue Le Pic. Le ciel parisien est gris, typique de l'automne, avec une température fraîche autour de 12 degrés. Victoire prépare son café dans la petite cuisine, allume une cigarette et s'installe près de la fenêtre pour regarder les toits de Paris s'éveiller progressivement. À 10h15, Madeleine Garnier, sa propriétaire qui habite au 2e étage du même immeuble, entend Victoire descendre les escaliers. Elle ouvre sa porte et échange quelques mots avec la jeune actrice. Madeleine témoignera plus tard que Victoire lui semblait pensive, mais pas particulièrement inquiète. Elle portait un jean, un pull en laine beige et son manteau marron habituel. Elle tenait à la main son sac en cuir usé, celui qu'elle emporte toujours avec elle, contenant son portefeuille, ses clés, son paquet de cigarettes et son texte d'Antigone. Victoire se rend comme chaque matin au café d'Ahmed. Elle commande un café crème et un croissant, s'installe à sa table habituelle près de la vitrine et lit Le Monde pendant une vingtaine de minutes. Ahmed se souviendra qu'elle n'a presque pas touché à son croissant, ce qui était inhabituel. Quand il lui demande si tout va bien, elle répond simplement « Oui, j'ai juste l'estomac un peu noué à cause des répétitions. » Elle paie, laisse un pourboire généreux et part vers 11h. Entre 11h et 14h, les mouvements de Victoire sont plus difficiles à retracer. Plusieurs témoins affirment l'avoir vue marcher dans différents quartiers de Paris. Une vendeuse d'un magasin de disques près de Saint-Michel se souvient d'une jeune femme, correspondant à sa description, qui a acheté un album de Léo Ferré vers midi. Un employé d'une librairie de la rue de la Huchette pense l'avoir vue feuilleter des livres de poésie vers 13h, mais il n'en est pas absolument certain. À 14h30, Victoire appelle Sylviane depuis une cabine téléphonique. Sylviane est chez elle, dans son appartement du 11e arrondissement. La conversation dure environ 15 minutes. Sylviane racontera aux enquêteurs que Victoire voulait la voir absolument, qu'elle avait quelque chose d'important à lui dire. Elles conviennent de se retrouver le lendemain, mercredi 15 octobre, pour déjeuner ensemble dans un restaurant près de République. Victoire insiste particulièrement sur ce rendez-vous, faisant promettre à Sylviane de ne pas l'annuler. « C'est vraiment important », répète-t-elle plusieurs fois. Sylviane, intriguée, lui demande pourquoi elle ne peut pas lui en parler tout de suite au téléphone. Mais Victoire répond qu'elle préfère le faire en personne. Vers 16h, Victoire remonte chez elle, rue Le Pic. Madeleine Garnier l'entend rentrer et marcher dans l'appartement au-dessus d'elle. Elle y reste environ 2 heures. Que fait-elle pendant ce temps? Les enquêteurs tenteront plus tard de le déterminer en examinant l'appartement. Sur la table de la cuisine, ils trouveront une tasse de thé vide et un cendrier contenant 6 mégots de cigarettes. Sur son bureau, des feuilles de papier avec des notes manuscrites concernant son personnage d'Antigone. Rien ne semble avoir été dérangé ou emporté, à l'exception d'un détail que personne ne remarquera immédiatement. L'un de ses cahiers intimes, le dernier qu'elle utilisait, manque à l'appel. À 18h précises, Victoire quitte son appartement pour se rendre à la répétition. Elle porte les mêmes vêtements que le matin. Jean, pull beige, manteau marron. Elle a son sac en cuir en bandoulière. Madeleine Garnier la croise à nouveau dans l'escalier. Cette fois, elle trouve que Victoire a un air déterminé, presque solennel. Quand elle lui souhaite une bonne répétition, Victoire s'arrête, se retourne et lui dit « Merci pour tout, Madame Garnier. Vous avez été très gentille avec moi ces 3 années. » Madeleine est surprise par ces paroles, qui sonnent comme un adieu, mais elle les interprète simplement comme de la nervosité avant la première du spectacle. Le trajet de Montmartre au théâtre de la Huchette prend environ 30 minutes en métro.
Victoire prend la ligne 2 à Anvers jusqu'à Odéon, puis marche le reste du chemin. Plusieurs personnes l'aperçoivent dans le métro, mais personne ne remarque rien d'inhabituel dans son comportement. Elle arrive au théâtre vers 18h45. La répétition commence à 19h. Henri Laval est présent, ainsi que les 7 autres acteurs de la production. Ils répètent l'intégralité de la pièce, qui dure environ 1h30. Tous les témoins affirmeront plus tard que Victoire était exceptionnelle ce soir-là, qu'elle jouait avec une intensité et une profondeur émotionnelle qu'ils ne lui avaient jamais vues auparavant. Laval lui-même, pourtant avare de compliments, lui dit à la fin de la répétition « Ce soir, tu as vraiment été Antigone. Continue comme ça et la première sera un triomphe. » Après la répétition, vers 21h, les acteurs restent discutés dans le petit foyer du théâtre. Victoire participe peu à la conversation. Elle fume cigarette sur cigarette, les yeux perdus dans le vague. Vers 22h, elle annonce qu'elle va rentrer chez elle. Plusieurs personnes lui proposent de partager un taxi ou de prendre le métro ensemble, mais elle refuse poliment, disant qu'elle préfère marcher un peu pour décompresser. C'est la dernière fois que quelqu'un voit Victoire Lemoine. Elle sort du théâtre de la Huchette à 22h05. 3 témoins différents confirmeront l'avoir vue remonter la rue de la Huchette en direction du boulevard Saint-Michel. Elle marche lentement, son sac en bandoulière, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Un couple de touristes américains prend une photo du quartier latin ce soir-là et on aperçoit Victoire en arrière-plan, traversant le boulevard Saint-Michel vers 22h10. Après cela, plus rien. Victoire Lemoine disparaît complètement. Elle n'arrive jamais chez elle. Elle ne se présente pas au déjeuner avec Sylviane le lendemain. Elle ne vient pas à la répétition du mercredi soir. Son téléphone ne répond pas. Son appartement reste fermé, silencieux. Le mercredi 16 octobre, en fin d'après-midi, Sylviane commence à s'inquiéter sérieusement. Elle se rend rue Le Pic et sonne chez Madeleine Garnier. La propriétaire n'a pas vu Victoire depuis la veille au soir. Ensemble, elles montent à l'appartement de Victoire et frappent longuement à la porte. Aucune réponse. Madeleine utilise son double des clés pour ouvrir. L'appartement est exactement comme Victoire l'a laissé mardi en fin d'après-midi. Le lit est fait, les vêtements sont rangés dans l'armoire, la vaisselle du petit déjeuner est lavée et séchée dans l'égouttoir. Sur le bureau, les notes concernant Antigone. Dans le tiroir de la table de nuit, les cahiers intimes, sauf un. Pas de message, pas de lettre d'explication, pas de signe de lutte ou de départ précipité, simplement une absence inexplicable. Sylviane téléphone immédiatement à Gérard Lemoine à Rouen, puis à la police. Le commissariat du 5e arrondissement enregistre la disparition et ouvre une enquête. L'inspecteur Claude Fontaine, un policier expérimenté de 45 ans, est chargé de l'affaire. Il commence par interroger tous les proches de Victoire, tous ceux qui l'ont vue dans ces dernières heures. Les premières 48 heures d'une disparition sont cruciales. Fontaine le sait. Il mobilise ses équipes pour retrouver Victoire vivante. Mais plus les heures passent, plus l'inquiétude grandit. Une jeune femme ne disparaît pas comme ça, sans raison, sans laisser de traces. Quelque chose de grave a dû se produire entre 22h10, quand elle traverse le boulevard Saint-Michel, et le moment où elle aurait dû arriver chez elle, vers 23h30 si elle avait pris le métro normalement. Les enquêteurs passent au peigne fin le trajet habituel de Victoire. Ils interrogent les employés du métro, les chauffeurs de taxi, les commerçants encore ouverts à cette heure-là. Personne ne se souvient avoir vu une jeune femme correspondant à son signalement. C'est comme si elle s'était volatilisée dans les rues de Paris. Les jours suivant la disparition de Victoire Lemoine se transforment en semaines, puis en mois, sans qu'aucune piste concrète n'émerge. L'inspecteur Fontaine mène une investigation méthodique et approfondie, mais chaque hypothèse explorée aboutit à une impasse. L'enquête suit les protocoles standards de la police parisienne pour les personnes disparues, mais ce cas présente des particularités troublantes qui déstabilisent même un enquêteur expérimenté comme Fontaine. La première théorie explorée est celle du départ volontaire.
Les statistiques montrent que la majorité des jeunes adultes qui disparaissent l'ont fait de leur propre chef, cherchant à échapper à des pressions familiales, professionnelles ou sentimentales. Mais cette hypothèse se heurte rapidement à plusieurs incohérences. Victoire n'a retiré aucune somme importante de son compte bancaire dans les jours précédant sa disparition. Son livret d'épargne, contenant environ 3 000 francs, reste intact. Elle n'a contacté aucune gare, aucune compagnie aérienne. Ses papiers d'identité, trouvés dans un tiroir de son appartement, n'ont pas été emportés. Comment partir loin sans argent ni documents? De plus, tous ceux qui connaissaient Victoire affirment qu'elle était passionnée par son rôle d'Antigone, qu'elle attendait avec impatience la première représentation prévue pour le 25 octobre. Abandonner ce projet à seulement 10 jours de la première serait complètement incohérent avec sa personnalité et ses ambitions artistiques. Sylviane insiste particulièrement sur ce point. Victoire aurait pu tout abandonner, sauf son théâtre. Le théâtre était toute sa vie, sa raison d'être. La deuxième hypothèse est celle de l'accident. Peut-être Victoire a-t-elle été victime d'un accident de la circulation, transportée inconsciente dans un hôpital où elle n'aurait pas pu s'identifier. Fontaine fait vérifier tous les hôpitaux de Paris et de la région parisienne. Aucune patiente correspondant au signalement de Victoire n'a été admise entre le 14 et le 16 octobre. Il fait également draguer plusieurs sections de la Seine, pensant à une chute accidentelle dans le fleuve. Les recherches ne révèlent rien. La troisième piste plus sombre est celle du crime, une agression, un enlèvement, un meurtre. Paris en 1975 n'est pas une ville particulièrement dangereuse, mais les agressions nocturnes existent, surtout dans certains quartiers. Le trajet entre le quartier latin et Montmartre traverse des zones moins fréquentées la nuit. Fontaine interroge longuement Henri Laval, dont la relation avec Victoire suscite des questionnements. Plusieurs acteurs de la compagnie décrivent une dynamique malsaine entre le metteur en scène et sa jeune actrice, des séances de travail qui dépassaient parfois le cadre strictement professionnel. Laval, interrogé à 3 reprises au commissariat, maintient sa version des faits. Il affirme qu'après la répétition du 14 octobre, Victoire est partie seule et qu'il ne l'a plus revue. Il reconnaît avoir eu une relation particulière avec elle, une connexion artistique intense, mais nie toute implication sentimentale ou physique. Je l'admirais en tant qu'actrice. C'était une immense comédienne en devenir, mais rien de plus, insiste-t-il. Son alibi pour la soirée du 14 octobre est solide. Il a pris un verre avec 2 autres comédiens de sa troupe dans un bar de Saint-Germain-des-Prés jusqu'à minuit 30, puis est rentré chez lui dans le 15e arrondissement. Les témoignages confirment sa présence au bar. Gérard Lemoine quitte Rouen et s'installe provisoirement à Paris pour participer aux recherches. Le choc de la disparition de sa fille le transforme du jour au lendemain. Cet homme effacé, qui s'était retiré du monde après la mort de sa femme, retrouve soudain une énergie farouche. Il imprime des milliers d'affiches avec la photo de Victoire et les placarde dans tout Paris. Il distribue des tracts dans les gares, dans le métro, devant les théâtres. Il passe des petites annonces dans les journaux, offrant une récompense pour toute information menant à retrouver sa fille. Sylviane arrête complètement de jouer. Elle ne peut plus monter sur scène sans penser à son amie disparue. Chaque répétition, chaque représentation lui rappelle Victoire. Elle passe ses journées à aider Gérard dans ses recherches, à coller des affiches, à interroger les passants. Elle se sent terriblement coupable de ne pas avoir insisté davantage pour voir Victoire le 14 octobre, de ne pas avoir compris que son amie traversait peut-être une crise grave. « Si seulement j'avais compris qu'elle avait vraiment besoin de moi ce jour-là », répète-t-elle sans cesse aux enquêteurs. En novembre 1975, l'enquête commence à s'essouffler. Fontaine a exploré toutes les pistes sérieuses sans résultat. Il élargit ses recherches en contactant les polices d'autres villes françaises, pensant que Victoire aurait pu partir loin de Paris. Aucune personne correspondant à son signalement n'a été signalée ailleurs. Il fait également publier des avis de recherche dans la presse nationale. L'histoire de la jeune actrice disparue fait quelques articles dans les journaux, attirant brièvement l'attention médiatique,
mais sans générer de nouvelles pistes exploitables. Le théâtre de la Huchette annule définitivement la production d'Antigone. Henri Laval tente de la remonter avec une autre actrice, mais le projet échoue. L'ombre de Victoire plane sur la compagnie et plusieurs comédiens préfèrent partir travailler ailleurs. Laval lui-même traverse une période difficile, sa réputation entachée par les soupçons qui pèsent sur lui, même si rien ne peut être prouvé. Les mois deviennent des années. 1976, 1977, 1978, Gérard Lemoine refuse d'abandonner. Il retourne vivre à Rouen, mais consacre tous ses week-ends à venir à Paris pour suivre ses recherches. Il vieillit prématurément. Ses cheveux deviennent blancs, son visage se creuse. Il prend sa retraite anticipée en 1979 pour se consacrer entièrement à retrouver sa fille. Il contacte des médiums, des voyants, des groupes de soutien pour familles de personnes disparues. Certains lui donnent de faux espoirs, prétendant avoir des visions de Victoire vivant dans le sud de la France, en Belgique, en Suisse. Chaque fois, ces pistes se révèlent être des impasses cruelles. Sylviane, de son côté, essaie de reconstruire sa vie. En 1978, elle abandonne définitivement le théâtre et trouve un emploi administratif dans une mairie du 11e arrondissement. Elle se marie en 1980 avec un homme qu'elle a rencontré par des amis communs, un comptable nommé Alain qui n'a jamais connu Victoire. Elle lui parle rarement de son ami disparu, gardant cette douleur enfouie au plus profond d'elle-même. Ils ont 2 enfants, en 1982 et en 1984. Sylviane construit une existence stable, ordinaire, mais une partie d'elle-même reste figée en octobre 1975, dans cette attente sans fin de nouvelles de Victoire. L'inspecteur Fontaine prend sa retraite en 1987. Le dossier de Victoire Lemoine reste officiellement ouvert, mais aucun enquêteur actif ne travaille plus dessus. C'est devenu un cold case, un de ces mystères non résolus qui s'accumulent dans les archives de la police parisienne. Fontaine, même retraité, pense encore régulièrement à cette affaire qui l'a hanté pendant 12 ans. Il a développé sa propre théorie. Victoire aurait rencontré quelqu'un ce soir-là, entre le quartier latin et Montmartre, quelqu'un qu'elle connaissait peut-être, qui l'aurait convaincu de le suivre. Ensuite, quelque chose aurait mal tourné. Mais sans corps, sans témoin, sans preuve matérielle, cette théorie reste une simple spéculation. L'appartement de la rue Le Pic reste inoccupé pendant plusieurs années. Madeleine Garnier, la propriétaire, refuse d'y faire entrer de nouveaux locataires, espérant toujours que Victoire reviendrait un jour. Les affaires de la jeune actrice restent exactement où elles étaient. Ses vêtements dans l'armoire, ses livres sur les étagères, ses cahiers intimes dans le tiroir. C'est comme un sanctuaire figé dans le temps. Madeleine décède en 1989, à l'âge de 82 ans. Ses héritiers vendent l'immeuble à un promoteur immobilier qui rénove entièrement les appartements. Les affaires de Victoire sont alors emballées et remises à Gérard Lemoine, qui les entrepose dans sa cave à Rouen sans jamais avoir le courage de les trier. Les années 90 arrivent. Paris change, se modernise. Le Minitel remplace progressivement les annuaires téléphoniques, les premiers ordinateurs personnels font leur apparition. Internet commence à se développer timidement. La France traverse des mutations profondes. Mais pour Gérard Lemoine, le temps s'est arrêté en octobre 1975. Il a maintenant 78 ans. Sa santé décline. Il souffre de problèmes cardiaques, d'arthrose, de troubles de la mémoire. Il vit seul dans sa maison de Rouen, entouré des photos de Victoire enfant, adolescente, jeune femme. Chaque soir, avant de se coucher, il regarde ces photos et se demande ce qui a bien pu arriver à sa fille. Sylviane mène une vie tranquille avec sa famille, mais elle pense encore à Victoire presque chaque jour. Parfois, dans la rue, elle croit apercevoir son amie dans la foule. Son cœur s'accélère, elle se retourne brusquement, mais ce n'est jamais elle. Juste une femme qui lui ressemble vaguement, avec de longs cheveux châtains et une démarche similaire. Ces fausses reconnaissances la bouleversent à chaque fois, rouvrant une plaie qui ne s'est jamais vraiment refermée. Henri Laval continue sa carrière de metteur en scène,
mais il n'atteint jamais la reconnaissance qu'il espérait. Il monte des spectacles dans de petits théâtres de banlieue, travaille occasionnellement pour la télévision. Les rumeurs sur sa relation avec Victoire le poursuivent tout au long de sa carrière. Certains l'accusent ouvertement d'être responsable de sa disparition, même sans la moindre preuve. Il développe une réputation sulfureuse dont il ne parvient jamais à se débarrasser complètement. En privé, lors d'interviews accordées à des journalistes culturels, il évoque parfois Victoire avec une nostalgie mêlée de regrets. C'était une immense actrice. Si elle avait vécu, elle serait devenue l'une des plus grandes de sa génération. Juillet 2001. Paris suffoque sous une canicule exceptionnelle. Les températures dépassent régulièrement les 35 degrés. Les Parisiens qui le peuvent fuient la capitale pour les plages de la côte atlantique ou les montagnes. Ceux qui restent cherchent l'ombre et la fraîcheur dans les parcs, sur les bords de Seine, dans les cinémas climatisés. Dans le Marais, un quartier historique du centre de Paris, une équipe d'ouvriers du bâtiment travaille sur la rénovation d'un ancien immeuble de la rue des Rosiers. Le bâtiment, construit au XVIIe siècle, a abrité successivement un atelier d'artisans, un entrepôt de tissus, puis, dans les années 60 et 70, un petit théâtre expérimental aujourd'hui fermé depuis 25 ans. Le nouveau propriétaire, un promoteur immobilier, projette d'y créer des appartements de luxe. Les travaux de démolition intérieure ont commencé en juin. Le 23 juillet 2001, un lundi matin, 3 ouvriers travaillent dans ce qui était autrefois la salle principale du théâtre. Ils abattent des cloisons pour créer des espaces plus grands. L'un d'eux, Karim Benziane, 32 ans, attaque au marteau-piqueur un mur qui sépare l'ancienne scène des coulisses. Le mur s'effondre dans un nuage de poussière et de plâtre. Derrière, une petite cavité apparaît, une sorte de double paroi qui n'était pas visible de l'extérieur. Karim éteint son marteau-piqueur et s'approche de la cavité. Il distingue quelque chose dans l'espace étroit entre les deux murs. Il appelle ses collègues. Ensemble, ils élargissent l'ouverture et découvrent plusieurs objets coincés dans cet espace. Un vieux sac en cuir usé, couvert de poussière et de débris de plâtre. Les ouvriers sortent le sac avec précaution et l'ouvrent. À l'intérieur, ils trouvent un portefeuille contenant une carte d'identité au nom de Victoire Lemoine, née le 3 mars 1951, avec une photo de la jeune femme. Il y a également un paquet de cigarettes gauloises, presque vides, un briquet, quelques pièces de monnaie, et surtout, un cahier à couverture noire, celui que Victoire utilisait comme journal intime et qui manquait dans son appartement. Karim feuillette rapidement le cahier. Les premières pages contiennent des entrées datées de septembre et octobre 1975. La dernière entrée est particulièrement longue, écrite sur plusieurs pages, datée du 14 octobre 1975. Ce n'est pas vraiment une entrée de journal classique. C'est une lettre d'adieu. Karim comprend immédiatement qu'il vient de découvrir quelque chose d'important, potentiellement lié à une affaire criminelle ou à une disparition ancienne. Il appelle immédiatement le contremaître du chantier, qui contacte la police. En début d'après-midi, 2 inspecteurs de la brigade criminelle arrivent sur place. Ils sécurisent la zone, photographient la découverte in situ, puis emportent le sac et son contenu pour analyse. La carte d'identité de Victoire Lemoine permet d'établir rapidement un lien avec le dossier de disparition de 1975. Les fichiers de la police indiquent que le dossier est toujours techniquement ouvert, classé en cold case. L'inspecteur Claude Fontaine, qui avait dirigé l'enquête initiale, est décédé en 1997. Mais ses notes et ses rapports sont conservés aux archives. Les nouveaux enquêteurs, sous la direction de la commandante Isabelle Mercier, 43 ans, se plongent dans l'ancien dossier pour comprendre le contexte. Ils contactent immédiatement Gérard Lemoine à Rouen. Le vieil homme, maintenant âgé de 78 ans, apprend avec stupéfaction que les affaires de sa fille ont été retrouvées après 26 ans. Il prend le train pour Paris le jour même. Isabelle Mercier le reçoit dans son bureau et lui explique la découverte. Elle lui montre la carte d'identité de Victoire, le sac qu'elle portait le soir de sa disparition.
Gérard le reconnaît immédiatement. « Oui, c'est son sac. Elle ne s'en séparait jamais, murmure-t-il, la voix brisée par l'émotion. Isabelle Mercier évoque l'existence du cahier et de la longue lettre datée du 14 octobre. Elle demande à Gérard s'il souhaite la lire ou s'il préfère que la police l'étudie d'abord. Gérard hésite longuement puis répond « Je veux la lire. J'ai attendu 26 ans pour savoir ce qui lui est arrivé. Je dois savoir maintenant. » Isabelle lui remet une photocopie du cahier. L'original doit rester sous scellé pour analyse graphologique et expertise judiciaire. Gérard Lemoine s'installe dans une salle d'interrogatoire, mise à sa disposition, et commence à lire le journal intime de sa fille. Les premières pages, écrites en septembre et début octobre 1975, relatent des événements ordinaires de la vie de Victoire. Répétitions, conversations avec Sylviane, réflexions sur son travail d'actrice, doutes sur son talent. Mais au fur et à mesure que Gérard avance dans la lecture, le ton change. Les entrées deviennent plus sombres, plus inquiètes. Le 1er septembre, Victoire écrit « Henri devient de plus en plus exigeant. Hier soir, il m'a fait répéter la même scène pendant 4 heures d'affilée. J'étais épuisé, au bord des larmes, mais il disait que ce n'était pas encore assez vrai, pas assez profond. Je commence à me demander si je suis vraiment capable de jouer Antigone comme il l'imagine. » Le 8 septembre. Sylviane me supplie de quitter la compagnie d'Henri. Elle dit qu'il me détruit psychologiquement. Peut-être a-t-elle raison. Mais comment abandonner maintenant, alors que je suis si proche de jouer le rôle de ma vie? Antigone, c'est tout ce que j'ai toujours voulu être. Une femme qui refuse de se soumettre, qui reste fidèle à ses convictions jusqu'au bout. Le 20 septembre. Quelque chose d'étrange se passe. J'ai l'impression qu'Henri ne s'intéresse plus seulement à mon travail d'actrice. Il me pose des questions très personnelles sur ma vie, sur mes relations, sur mes peurs les plus profondes. Il dit que pour jouer Antigone, je dois être capable de tout sacrifier, même ma propre vie si nécessaire. Ces paroles me troublent. Le 2 octobre. Henri m'a demandé de rester seul avec lui après la répétition. Les autres acteurs sont partis. Nous avons parlé pendant des heures dans le théâtre vide. Il m'a dit qu'il voyait en moi une actrice exceptionnelle, mais que je me retenais encore, que j'avais peur d'aller jusqu'au bout. Il m'a demandé si j'étais prête à faire un véritable sacrifice artistique. Je ne suis pas sûr de comprendre ce qu'il voulait dire. Le 8 octobre. J'ai découvert quelque chose aujourd'hui qui m'a profondément choqué. En rangeant des vieux programmes de spectacle dans la réserve du théâtre de la Huchette, je suis tombé sur des coupures de presse de 1968. Elle parle d'une jeune actrice nommée Marianne Dulac qui travaillait avec Henri à cette époque. Elle a disparu en mai 1968 pendant les événements. L'article dit qu'elle préparait un rôle important dans une pièce mise en scène par Henri. Elle n'a jamais été retrouvée. Quand j'ai demandé à Henri ce qui était arrivé à Marianne, il est devenu furieux. Il m'a dit de ne jamais reparler de ça, que c'était une période douloureuse de sa vie et que ça ne me regardait pas. Gérard s'arrête de lire, bouleversé. Une autre actrice avait disparu avant Victoire, et Henri Laval était impliqué dans les 2 cas. Pourquoi l'inspecteur Fontaine n'avait-il jamais mentionné cela en 1975? Gérard appelle immédiatement Isabelle Mercier et lui lit ce passage. La commandante note soigneusement ces informations et promet de vérifier immédiatement les archives concernant Marianne Dulac. Gérard reprend sa lecture, les mains tremblantes. Le 12 octobre, 2 jours avant la disparition, Victoire écrit « J'ai peur, j'ai vraiment peur maintenant. Henri m'a convoqué hier soir dans un ancien théâtre abandonné du Marais près de la rue des Rosiers. Il y organisait autrefois des représentations avant que le lieu ne soit fermé. Il voulait me montrer quelque chose, disait-il. Quand je suis arrivé, il n'y avait personne d'autre que lui. Il m'a emmené dans les coulisses, dans une petite pièce où il conservait des archives de ses anciens spectacles. Il m'a montré des photos de Marianne Dulac. Elle me ressemble beaucoup. Même âge, même physique, même intensité dans le regard. Henri avait les larmes aux yeux en regardant ces photos. Il m'a dit « Tu es comme elle. Tu as le même don, la même capacité à te sacrifier pour l'art. » Marianne l'avait compris.
J'espère que toi aussi tu le comprendras. » Ces paroles m'ont glacé. J'ai prétexté un rendez-vous et je suis parti rapidement. Le 13 octobre, l'avant-dernier jour. Je ne sais pas quoi faire. Henri m'a téléphoné ce matin. Il dit que nous devons avoir une conversation importante avant la répétition de demain. Il veut me retrouver dans le vieux théâtre du Marais à 20h. J'ai peur d'y aller seul, mais si je refuse, je sais qu'il va me retirer le rôle d'Antigone. Et ce rôle, c'est tout pour moi. J'ai appelé papa ce soir. J'avais besoin d'entendre sa voix, de me reconnecter à ma famille, à quelque chose de solide et de réel. Je lui ai dit que je l'aimais. Je ne suis pas sûr de le lui avoir dit assez souvent ces dernières années. Puis vient la dernière entrée, celle du 14 octobre 1975, écrite l'après-midi même de la disparition. C'est une longue lettre, rédigée sur 6 pages, d'une écriture parfois tremblante mais toujours lisible. Gérard commence à la lire, et chaque mot lui transperce le cœur. 14 octobre 1975, 16 heures. Si quelqu'un lit ces mots un jour, c'est que j'aurais eu raison d'avoir peur. C'est que quelque chose de terrible me sera arrivé. Je veux que la vérité soit connue, même si personne ne la trouve avant longtemps. Je veux que papa sache que je l'aimais, malgré la distance qui s'était installée entre nous. Je veux que Sylviane sache qu'elle était la meilleure amie que j'aurais pu espérer. Ce soir, après la répétition au théâtre de la Huchette, je dois retrouver Henri Laval dans l'ancien théâtre du Marais, rue des Rosiers. Il a insisté pour que je vienne seul, que personne ne sache. Il dit avoir quelque chose d'important à me révéler sur Antigone, sur le vrai sens du sacrifice qu'elle accomplit dans la pièce. Ces mots au téléphone ce matin m'ont glacé. Antigone ne refuse pas seulement d'obéir à Créon. Elle choisit consciemment la mort plutôt que de vivre dans un monde qui trahit ses valeurs. C'est le plus grand geste artistique qui soit. Et toi, Victoire, es-tu prête à aller jusque-là pour ton art? J'ai fait des recherches ces derniers jours sur Marianne Dulac. J'ai retrouvé d'anciens articles de journaux à la Bibliothèque nationale. Elle avait 23 ans quand elle a disparu en mai 1968. Elle préparait le rôle d'Ophélie dans Hamlet, mise en scène par Henri. Les témoignages de l'époque disent qu'elle était totalement dévouée à Henri, qu'elle ferait n'importe quoi pour lui plaire. Elle a disparu le 28 mai 1968, en pleine période des barricades et des manifestations. La police a pensé qu'elle avait été victime des violences de cette période troublée, peut-être tuée accidentellement lors d'affrontements. Son corps n'a jamais été retrouvé. L'enquête a été rapidement abandonnée, noyée dans le chaos des événements de mai 68. Mais j'ai aussi trouvé autre chose. Dans les archives du théâtre de la Huchette, j'ai découvert qu'Henri avait une théorie très particulière sur le théâtre. Il croyait que pour atteindre la vérité absolue sur scène, un acteur devait être prêt à mourir réellement dans son rôle. Pas métaphoriquement, réellement. Il parlait d'un théâtre sacrificiel, où la frontière entre fiction et réalité s'effacerait complètement. Ses collègues de l'époque trouvaient ces idées dangereuses et dérangeantes, mais personne n'a jamais osé le confronter ouvertement. Je pense qu'Henri a poussé Marianne à accomplir ce sacrifice. Je pense qu'il l'a convaincue que mourir dans son rôle d'Ophélie serait le geste artistique ultime. Et maintenant, je crois qu'il veut la même chose de moi avec Antigone. Dans la pièce, Antigone se pend dans sa prison. Est-ce qu'Henri veut que je fasse la même chose? Est-ce qu'il pense vraiment qu'une actrice doit mourir pour que l'art atteigne sa perfection? J'ai peur, mais je dois y aller. Je dois savoir jusqu'où Henri est prêt à aller. Et si mes craintes sont fondées, si Henri est vraiment dangereux, alors ce journal sera la seule preuve. Je vais le cacher dans le vieux théâtre, dans un endroit où Henri ne pensera jamais à chercher. J'ai repéré une double paroi dans les coulisses, derrière la scène. Si quelque chose m'arrive, j'espère que quelqu'un le trouvera un jour. Je vais à la répétition maintenant. Ensuite, j'irai au rendez-vous avec Henri. Je me dis que peut-être je me trompe, que peut-être Henri veut simplement discuter du spectacle, que ma paranoïa me fait voir des dangers qui n'existent pas.
Mais au fond de moi, je sais que quelque chose ne va pas. Je le sens dans ma chair, dans mes os. Si je ne reviens pas, si personne ne me revoit après ce soir, cherchez Henri Laval. Cherchez ce qui est arrivé à Marianne Dulac. La vérité est là, dans ces 2 disparitions. Je ne veux pas que mon père souffre sans savoir. Je ne veux pas que Sylviane se sente coupable. Ce n'est la faute de personne, sauf peut-être la mienne, d'avoir été trop naïve, trop passionnée, trop désireuse de plaire à mon mentor. Je laisse ces mots comme testament, comme dernière trace de Victoire Lemoine, actrice, qui voulait juste jouer Antigone et qui a peut-être signé son arrêt de mort en acceptant ce rôle. Je vous aime tous. Papa, pardonne-moi de ne pas avoir été une meilleure fille. Sylviane, continue à vivre pleinement, ne te laisse jamais consumer par le doute comme moi. Et vous tous qui lirez ces lignes un jour, méfiez-vous de ceux qui demandent des sacrifices au nom de l'art. L'art doit célébrer la vie, pas la détruire. Victoire. Gérard termine la lecture, les larmes coulant librement sur ses joues. Il comprend enfin. Sa fille savait qu'elle était en danger. Elle avait découvert la vérité sur Henri Laval. Et elle a quand même choisi d'aller à ce rendez-vous, peut-être par courage, peut-être par naïveté, peut-être par cette même obstination qui caractérisait Antigone elle-même. Il sort précipitamment de la salle et trouve Isabelle Mercier dans son bureau. « Il faut arrêter Henri Laval immédiatement », dit-il d'une voix tremblante. « Il a tué ma fille, et il a probablement tué Marianne Dulac avant elle. » Isabelle lit rapidement la lettre et mobilise immédiatement son équipe. En quelques heures, les enquêteurs exhument le vieux dossier de la disparition de Marianne Dulac en 1968. Effectivement, Henri Laval était la dernière personne à l'avoir vue vivante. Mais avec le chaos de mai 68, l'enquête avait été bâclée et Laval n'avait jamais été sérieusement suspecté. Les policiers se rendent au domicile d'Henri Laval dans le 15e arrondissement. L'homme a maintenant 64 ans. Il a pris sa retraite du théâtre depuis 5 ans et vit seul dans un petit appartement encombré de livres, de photographies et de souvenirs de ses productions passées. Quand les policiers sonnent à sa porte et lui annoncent qu'ils ont retrouvé le journal de Victoire Lemoine, son visage devient livide. Au commissariat, Henri Laval est interrogé pendant des heures. Face aux accusations, il commence par nier farouchement. Puis, progressivement, devant l'évidence de la lettre de Victoire et les incohérences dans ses déclarations de 1975, il finit par craquer. Mais sa confession n'est pas celle que tout le monde attend. « Vous ne comprenez pas », répète-t-il sans cesse. « Je n'ai jamais voulu leur faire du mal. Je voulais créer de l'art absolu, de l'art qui transcende la vie quotidienne. » Marianne le comprenait. Victoire aussi au début. Mais elles ont eu peur au dernier moment. Elles ont refusé d'aller jusqu'au bout. Henri explique qu'effectivement, il avait développé une théorie du théâtre sacrificiel. Il était convaincu qu'une actrice qui accepterait de mourir réellement dans son rôle créerait une œuvre d'art immortelle, un moment de vérité absolue qui marquerait à jamais l'histoire du théâtre. Avec Marianne Dulac, en 1968, il avait essayé de la convaincre de se suicider sur scène lors de la dernière représentation d'Hamlet, jouant Ophélie jusqu'à la mort réelle. Mais Marianne, terrifiée, avait refusé et menacé de dénoncer Henri à la police. « Que s'est-il passé ensuite avec Marianne ?» demande Isabelle Mercier. Henri baisse les yeux. « Nous nous sommes disputés violemment dans le vieux théâtre du Marais, le soir du 28 mai 68. Elle voulait partir, quitter ma compagnie, révéler mes théories à tous. J'ai paniqué. Je l'ai attrapée par le bras pour la retenir. Elle s'est débattue. Il y avait un escalier raide qui descendait vers les anciennes loges en sous-sol. Elle a perdu l'équilibre. Elle est tombée. Sa tête a heurté les marches en pierre. Quand je suis descendu, elle était morte. Je n'ai pas voulu la tuer, c'était un accident. Mais j'ai paniqué. Dehors, Paris brûlait, les barricades, les manifestations. J'ai caché son corps dans les fondations du théâtre, sous le plancher du sous-sol. Personne n'est jamais venu chercher là. Le silence dans la salle d'interrogatoire est pesant. Isabelle reprend. Et Victoire Lemoine? Qu'est-il arrivé à Victoire? Henri se redresse légèrement. Avec Victoire, j'ai essayé la même chose.
Je voyais en elle une nouvelle Marianne, une actrice capable de comprendre ma vision. Je lui ai parlé du sacrifice d'Antigone, du sens profond de son geste. Je l'ai invitée au vieux théâtre du Marais le 14 octobre, après la répétition. Mais Victoire n'est jamais venue au rendez-vous. Cette affirmation stupéfie les enquêteurs. « Comment ça, elle n'est jamais venue ?» demande Isabelle. Henri hoche la tête. J'ai attendu dans le théâtre abandonné de 20h jusqu'à 23h. Victoire n'est jamais apparue. J'ai pensé qu'elle avait eu peur, qu'elle avait compris mes intentions et décidé de fuir. J'étais furieux, mais aussi soulagé. Après ce qui s'était passé avec Marianne, je n'étais plus sûr de vouloir recommencer. Le lendemain, quand j'ai appris sa disparition, j'ai d'abord pensé qu'elle s'était enfuie volontairement pour m'échapper. Puis, quand l'enquête s'est intensifiée, j'ai eu peur d'être accusé. Alors je me suis tu. Je n'ai jamais révélé notre rendez-vous prévu ce soir-là. Les enquêteurs vérifient minutieusement cette version. Henri accepte de les conduire dans le sous-sol du vieux théâtre du Marais, désormais en cours de rénovation. Avec l'aide d'une équipe technique et de chiens spécialisés, ils découvrent effectivement des restes humains enterrés sous l'ancien plancher du sous-sol. Les analyses ADN, comparées à des échantillons prélevés sur les affaires conservées de Marianne Dulac, confirment qu'il s'agit bien d'elle. Marianne Dulac est retrouvée 33 ans après sa mort. Mais où est Victoire? Si elle n'est jamais allée au rendez-vous avec Henri, qu'est-il advenu d'elle entre 22h10, quand elle est vue sur le boulevard Saint-Michel, et le moment où elle aurait dû rentrer chez elle? Les enquêteurs reprennent toute l'investigation depuis le début, avec ces nouvelles informations. Ils reconstituent minutieusement la soirée du 14 octobre 1975. Victoire est sortie du théâtre de la Huchette à 22h05. Elle a remonté la rue de la Huchette. Elle a traversé le boulevard Saint-Michel vers 22h10. Ensuite, son trajet habituel aurait dû la mener vers la station de métro Odéon pour prendre la ligne 4 jusqu'à Anvers, puis marcher jusqu'à son appartement rue Le Pic. Mais personne ne l'a vue dans le métro ce soir-là. Une nouvelle hypothèse émerge. Et si Victoire avait décidé de marcher jusqu'au théâtre du Marais pour y cacher son journal, avant d'aller ou non au rendez-vous avec Henri? Le vieux théâtre du Marais, où Karim a trouvé le sac, se situe rue des Rosiers, à environ 25 minutes à pied du théâtre de la Huchette. Victoire aurait pu s'y rendre, cacher son journal dans la double paroi des coulisses comme elle l'avait prévu, puis ressortir. Mais après, les enquêteurs interrogent à nouveau tous les témoins potentiels du secteur. Ils épluchent les archives de faits divers d'octobre 1975. Et là, ils découvrent quelque chose qui avait échappé à l'enquête initiale. Le 15 octobre 1975 au matin, vers 6h, un accident de la circulation a été signalé rue de Rivoli, non loin du Marais. Un camion de livraison de boulangerie a heurté violemment un piéton. Le conducteur, paniqué, n'a pas stoppé immédiatement. Quand il s'est finalement arrêté 100 mètres plus loin et est revenu sur les lieux, le piéton avait disparu. Il n'y avait que des traces de sang sur la chaussée. Le conducteur a signalé l'accident à la police. Mais comme aucun corps n'a été retrouvé et qu'aucune disparition correspondante n'avait été signalée dans les heures suivantes, l'affaire a été classée comme un délit de fuite, sans suite. Mais maintenant, avec le recul, cette affaire prend un tout autre sens. Et si la personne percutée était Victoire? Les enquêteurs retrouvent le conducteur du camion, aujourd'hui âgé de 68 ans et retraité depuis longtemps. Il se souvient parfaitement de cet accident qui l'a hanté toute sa vie. C'était une femme jeune. Je l'ai vue au dernier moment traverser la rue. J'ai freiné, mais je l'ai quand même heurtée. Elle est tombée. Je suis sorti du camion, complètement paniqué. Elle était allongée sur le trottoir. Elle saignait de la tête. J'ai couru chercher de l'aide dans une boulangerie proche. Quand je suis revenu avec le boulanger, moins de 2 minutes plus tard, elle n'était plus là. Juste du sang. Nous avons cherché partout aux alentours, mais elle avait disparu. J'ai pensé qu'elle s'était relevée et enfuie, peut-être par peur ou par confusion. Les enquêteurs approfondissent cette piste. Dans les rapports médicaux d'octobre 1975, ils trouvent l'admission d'une patiente amnésique à l'hôpital Saint-Antoine, le 15 octobre au matin vers 7h30.
Une femme d'environ 25 ans, blessée à la tête, sans papier, incapable de dire son nom ou son adresse. Elle avait été trouvée errant confuse dans les rues du 11e arrondissement par un passant qui l'avait conduite aux urgences. Le dossier médical indique que cette patiente souffrait d'un traumatisme crânien sévère avec amnésie rétrograde complète. Elle est restée hospitalisée pendant 3 mois, jusqu'en janvier 1976. Comme personne ne la réclamait et qu'elle ne pouvait identifier elle-même, elle avait été enregistrée sous le nom temporaire de Marie Dupont, un nom d'emprunt utilisé par l'administration hospitalière. En janvier 1976, sa mémoire n'étant pas revenue, elle avait été transférée dans un centre d'accueil pour personnes sans domicile. Ensuite, la trace se perd. Isabelle Mercier et son équipe contactent tous les centres sociaux et foyers d'accueil de la région parisienne. Après des semaines de recherches fastidieuses, ils retrouvent enfin une piste. Une femme correspondant au signalement vit depuis 26 ans dans un petit appartement social à Créteil, en banlieue parisienne. Elle travaille comme aide-soignante dans une maison de retraite. Elle se fait appeler Marie Dupont, le nom qu'on lui a donné à l'hôpital. Elle n'a aucun souvenir de sa vie avant octobre 1975. Le 28 septembre 2001, Gérard Lemoine, accompagné de Sylviane et d'Isabelle Mercier, se rend à Créteil. Ils sonnent à l'appartement de Marie Dupont. Une femme de 50 ans ouvre la porte. Elle a des cheveux courts grisonnants, un visage marqué par la vie, mais où l'on reconnaît encore les traits de la jeune Victoire. Quand Gérard voit sa fille pour la première fois en 26 ans, il s'effondre en larmes. « Victoire », murmure-t-il. La femme le regarde avec confusion. « Je suis désolé, je ne vous connais pas », dit-elle doucement. Les jours suivants sont consacrés à des examens médicaux approfondis. Les empreintes dentaires correspondent. Une vieille cicatrice sur l'avant-bras gauche que Victoire s'était faite enfant est présente. Les analyses ADN confirment sans aucun doute possible. Marie Dupont est Victoire Lemoine, mais la femme qui a survécu n'a gardé aucun souvenir de sa vie antérieure. Le traumatisme crânien a effacé 24 ans de souvenirs. Elle ne reconnaît ni son père, ni Sylviane, ni aucun des lieux de son ancienne vie. Les neurologues expliquent que l'amnésie rétrograde de Victoire est permanente et irréversible. Les dommages causés à son cerveau par l'accident ont détruit les connexions neuronales contenant ses souvenirs. Elle peut créer de nouveaux souvenirs depuis 1975, mais tout ce qui précède cette date a disparu à jamais. Elle a vécu ces 26 dernières années comme Marie Dupont, construisant une nouvelle identité, une nouvelle vie, sans savoir qui elle avait été avant. Victoire, ou plutôt Marie, accepte difficilement cette révélation. Elle regarde les photos de sa jeunesse, sans aucune reconnaissance. Elle lit son journal intime comme s'il avait été écrit par une étrangère. Elle rencontre son père régulièrement, essayant de construire une relation avec cet homme qu'elle ne se souvient pas avoir connu. Gérard, lui, doit faire le deuil d'une certaine manière de sa fille. La Victoire qu'il a connue, la jeune actrice passionnée, n'existe plus. À sa place, il y a Marie, une femme gentille et réservée, qui travaille dans une maison de retraite et qui mène une vie simple et tranquille. Sylviane rencontre plusieurs fois Marie. Ces rencontres sont douloureuses et étranges. Elle voit son amie d'enfance, mais cette femme ne partage aucun de leurs souvenirs communs. Marie écoute poliment Sylviane lui raconter leurs années au conservatoire, leurs rires, leurs rêves, mais ces histoires ne provoquent aucun écho en elle. C'est comme parler à un fantôme qui aurait emprunté le visage de Victoire. Henri Laval est condamné en 2002 pour homicide involontaire sur Marianne Dulac et dissimulation de cadavre. Il écope de 15 ans de prison. Lors de son procès, il maintient qu'il n'a jamais voulu tuer personne, que tout était au service de sa vision artistique. Les psychiatres qui l'examinent diagnostiquent une forme de mégalomanie narcissique et une absence totale d'empathie. Il meurt en prison en 2007 d'une crise cardiaque, à l'âge de 70 ans. Gérard Lemoine passe ses dernières années à essayer de connaître sa fille à nouveau, à construire des souvenirs neufs avec elle. Il lui parle de sa mère Annette, qu'elle ne se rappelle pas. Il lui montre des photos de famille, lui raconte leur vie à Rouen.
Marie écoute attentivement, touchée par l'amour évident de cet homme, même si ses histoires restent abstraites pour elle. Gérard décède en 2005, à l'âge de 82 ans, ayant au moins eu la consolation de retrouver sa fille vivante, même transformée. Aujourd'hui, Marie Dupont, qui a légalement repris le nom de Victoire Lemoine après le procès, vit toujours à Créteil. Elle a pris sa retraite de son travail d'aide-soignante. Elle ne joue pas de théâtre, ne s'intéresse pas particulièrement à l'art dramatique. Cette passion qui dévorait la jeune Victoire a disparu avec ses souvenirs. Elle mène une existence paisible, cultive un petit jardin sur son balcon, fait du bénévolat dans une association d'aide aux personnes âgées. Parfois, elle sort le cahier à couverture noire et lit les mots écrits par celle qu'elle était autrefois. Ces mots la troublent, lui donnent l'impression de lire le journal d'une sœur inconnue, brillante et tourmentée, dont elle a hérité l'apparence sans en posséder l'âme. Ce cas nous montre à quel point le destin peut être cruel et imprévisible. Victoire Lemoine n'a finalement jamais été assassinée par Henri Laval comme elle le craignait. Elle a été victime d'un simple accident de la circulation, un banal délit de fuite qui lui a volé non pas sa vie, mais son identité entière. Elle a survécu physiquement pendant que tout le monde la cherchait, vivant à quelques kilomètres seulement de ses proches, sans que personne ne fasse le lien. Son journal, caché dans ce vieux théâtre, est resté 26 ans muré dans l'obscurité avant de révéler une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Qu'en pensez-vous? Aviez-vous anticipé ce dénouement? Avez-vous remarqué les indices semés tout au long de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette investigation approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également aux mystères résolus de façon inattendue.